20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Les habitants du village de Ngor ne veulent pas d'un recasement des victimes de la cité Tobago dans leur commune. Déclaration faite lors d'un vaste rassemblement organisé ce mercredi devant la mairie. Vous les entendrez dans ce journal. Les étudiants plutôt de l'université Alioune Diop de Bambey exigent un corps en santé communautaire. Ils ont voulu tenir un sit-in devant le ministère de la fonction publique, mais faute d'autorisation, ils se sont finalement regroupés devant l'université Cheikh Anta Diop pour un point de presse. La manifestation s'est tenue en présence des forces de l'ordre. Bientôt un dénouement de la crise entre le Sénégal et la Gambie. Une délégation gambienne séjourne actuellement à Dakar dans le cadre de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie sénégalaise salue le geste de cette délégation et rappelle la mission assignée au Conseil de médiation de l'institution africaine. Culture, Baba Mal honoré à travers la parution d'un livre. L'auteur Omar Dembaba, conseiller diplomatique du chef de l'État, a voulu magnifier l'apport du lead vocal du Dandé Legnol dans la promotion de la culture alpulaar. L'artiste a profité de la cérémonie de dédicace de l'ouvrage pour lancer un appel à la paix dans le secteur de l'éducation. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Rebonsoir à tous et tout de suite direction Ngor. Sur place, les populations disent niet au recasement des victimes de la cité Tobago dans leur commune. Elles ont organisé un rassemblement ce matin sous la direction de la mairie pour manifester leur désaccord. Elles craignent une spoliation de leurs terres à travers cette politique de recasement et mettent en garde l'État du Sénégal. Chérif Dia, Tierno Laurent Mendy. Le maire de Ngor et ses administrés ne souhaitent pas la bienvenue aux anciens habitants de la cité Tobago que le gouvernement compte recaser dans leur quartier. Les citoyens de Ngor ont vu à la télévision une dame était en train de dire qu'on a donné 6 hectares dans la zone de Ngor pour régler le problème de Tobago. On s'y oppose totalement, on s'y oppose fermement. La mairie de Ngor cherche désespérément 2 hectares pour la construction d'un CM. Elle trouve donc anormal que l'État octroie 6 hectares aux victimes de la cité Tobago. Avec tous les problèmes qu'on a en Ngor, tous les problèmes qu'on a dans le lotissement 57-57 qui a été initié par l'administration, les problèmes sont là qu'on essaie de régler, qu'on n'arrive pas à les régler. Et que nous avons fait une demande au niveau de l'aéroport sur 21 hectares qu'on avait demandé au président de nous faire lever une servitude pour qu'on puisse initier un autre lotissement pour régler des problèmes. On ne l'a pas accordé. Nul n'est censé ignorer que depuis mon installation, je ne fais que pleurer un lycée qui ne fait que 2 hectares. Quand on va donner 6 hectares pour régler le problème de Tobago, ça me pose un problème. Pour éviter le syndrome de Wakam, autorités locales, notables et habitants de Ngor mettent en garde le gouvernement. Et j'en appelle au président de la République. Nous sommes tous des Sénégalais, comme on a l'habitude de le dire, mais nous sommes des démocrates aussi. Ce qui s'est passé à Ouakam, je n'aimerais pas que ça se passe ici à Ngor. Il y a eu un précédent avant mon installation et je ne voudrais pas que ces choses-là se reproduisent dans notre commune. Alors nous ne pouvons que nous adresser aux autorités, au président de la République. Le dossier de la cité Tobago est donc loin de connaître son épilogue avec ce niet catégorique des populations de Ngor. Les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey ont fait le déplacement dans la capitale Dakar pour exiger un corps en santé communautaire. Ils étaient ce matin au siège du ministère de la fonction publique pour faire un sit-in, mais faute d'autorisation, ils ont dû se replier devant l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour tenir leur point de presse. Un point de presse qui s'est tenu d'ailleurs sous forte escorte policière. Maïmouna Ndiaye et Modou Diop pour le reportage. Ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres, de Bambey à Dakar, loin de leurs amphithéâtres. Les étudiants en santé communautaire de l'université Alioune Diop manifestent devant le siège du ministère de la fonction publique. Ils exigent un statut.
Après quelques minutes de concertation, les forces de l'ordre disent niet. Les étudiants ne semblent pas avaler la notification. À la rue Fatigue au point E, un autre décor. Prochaine destination, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là, ils peuvent tenir tranquillement leur point de presse. Notre UFR, à savoir Santé et Développement Durable, a été créé depuis 2007 et depuis lors, sa création pour le corps tarde à venir. Et à chaque fois, on dit que ça est dans le circuit, que ça est dans le circuit. On était venu à un moment de solennalité, mais on est dispersé par la police et ils nous ont lancé des lacrymogènes. Ils ont tapé fort et ils ont même attrapé quelques ils ont déchiré nos habits et tout. Et on n'a pas fait de violence. Si vous nous êtes bien habillés, vous savez pertinemment qu'on n'était pas venu ici pour faire la violence. Mais à chaque fois, ici, on dirait que ce n'est plus un pays où il y a la démocratie. Des étudiants qui réclament leur vie, leur corps, on leur disperse à part des lacrymogènes. Certains de ces apprenants ont obtenu leur diplôme en 2008. D'autres en 2010. Presque 6 ans d'attente, des stages et des contrats à durée déterminée dans les ONG, ils n'en veulent plus. On n'exclut pas de déserter toute l'université, on n'exclut pas aussi de faire une grève de la faim. Les élèves du lycée de Ouakam n'en peuvent plus. Ils n'ont pas fait cours ce matin pour exiger l'arrêt de la grève des enseignants. Ces élèves réclament également la remise de leur bulletin du premier semestre. Pour rappel, dans le plan d'action du grand cadre dirigé par Mamadou Lamine Dianté, figure la rétention de notes et l'absence de conseil de classe, ce qui représente un grand handicap pour ces derniers. Je vous propose d'écouter leur porte-parole. Il est au micro d'Aminata Mbaresso et Modou Diop. L'ouverture des classes. Non seulement on ne fait pas nos cours normalement, et en plus, les bulletins ne sont pas encore sortis. Les professeurs disent qu'ils ne vont pas donner les notes tant que l'État n'a pas résolu leurs problèmes, et que l'administration, elle ne nous a rien dit, on ne nous dit rien. Nous sommes là. Aujourd'hui, on fait cours, demain, on ne fait pas cours. Durant la semaine, on fait deux ou trois fois cours durant la semaine. En plus de cela, les élèves de privé ne sont pas plus méritants que nous. Leurs parents ont voté dans les élections 2012. Nos parents aussi ont voté. Nous ne demandons pas que nous soyons égaux, mais nous voulons juste avoir le minimum, qu'on travaille, qu'on étudie. C'est ça ce que nous voulons, comme tous les enfants. Et malgré la décision de nombreux syndicats de retourner en classe, le CELS, lui, persiste et signe. Le syndicat libre des enseignants du Sénégal continue la lutte. Le nouveau plan d'action sera d'ailleurs dévoilé ce lundi. Le CELS se qualifie par ailleurs de contrebande syndicale. Ses camarades qui ont opté pour le dégel et l'apaisement. Écoutons à ce propos Oumar Wali Zoumarou. Ces propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. La position du CELS originel, c'est que nos camarades nous demandent de poursuivre la lutte. Maintenant, cette poursuite se fera bien entendu au sein du front que nous avons constitué avec le grand cadre dont je suis le vice-coordinateur, mais également avec nos camarades du QSEMS. Donc à ce niveau, nous devons procéder à l'évaluation de tout cela au plus tard le lundi prochain. Et c'est à l'issue de cette évaluation-là que nous verrons en tout cas le nouveau plan d'action à proposer aux enseignantes et aux enseignants. Mais nous pouvons dire déjà, d'ores et déjà, pour le compte du CELS originel, notre organisation est pour la poursuite de la lutte tant que nous n'avons pas une satisfaction par rapport aux préoccupations des enseignantes et des enseignants. Ceux qui ont procédé à la suspension n'étaient pas en lutte. C'est ça la vérité. On ne peut pas rompre un pacte qu'on n'a pas signé. Ce sont des organisations qui non seulement ont tardé à déposer un préavis de grève, mais depuis le début des actions, ont prouvé carrément qu'ils le gouvernement. Et qu'aujourd'hui, ils n'ont fait que mettre en œuvre ce pourquoi, en tout cas, ils ont été mandatés, c'est-à-dire de la contrebande syndicale. C'est ça la vérité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas noter on ne peut pas qualifier ça de division pour la simple et bonne raison que c'est des organisations qui n'étaient pas en lutte. Aujourd'hui, nous avons 40 000 collègues qui attendent la mise en solde. Problème qui ont pour nous le paiement des arrières et des rappels. Il y a aujourd'hui plus de 50 000 enseignants qui attendent soit un rappel d'avancement, soit un rappel d'intégration ou tout simplement un rappel de validation. Les lenteurs administratives, n'en parlons pas. Nous avons des collègues qui attendent depuis 4 ans la couleur même de leur arrêté d'admission au CAP ou au CAP. Pour les actes de reclassement, n'en parlons pas.
Et nous restons dans le monde de l'éducation. Lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, les élèves en série technique ruent dans les brancards. Ils dénoncent le sous-équipement de leur laboratoire. C'était lors d'une journée portes ouvertes au cours de laquelle ils ont montré au grand public leurs inventions. Salif Sow As Malik Diop, nos correspondants dans la banlieue, nous plongent dans le monde de ces génies qui réalisent des choses surprenantes avec peu ou presque jamais de moyens. Reportage. Bienvenue dans l'univers des électrotechniciens et mécaniciens en formation au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye, du câblage industriel au câblage domestique en passant par le feu rouge, la voiture électrique, le bateau électrique et le générateur à pommes de terre. Ces élèves en classe de seconde, première ou terminale ont fini de séduire leur entourage. C'est le générateur à pommes de terre. On a utilisé ici plus de 20 pommes de terre et on a obtenu une tension de 12 volts. Alors, ça, c'est la pomme de terre qu'on a récoltée chez nous. La tension dépend de la qualité des pommes de terre. Il y a une qualité, si on utilise 4 pommes de terre, on aura ces 12 volts. Les idées sont là, mais les moyens ne suivent pas, regrettent enseignants et apprenants. On a des problèmes matériels, les fils, il y a les lampes, les contacteurs pour le câblage industriel, les contacteurs ne marchent pas. La connaissance est là, mais ce sont les moyens qui manquent. Donc à chaque fois, nous avons besoin toujours d'équiper nos ateliers. Et comme vous le voyez aujourd'hui, vous voyez ce que nos élèves ont réalisé aujourd'hui. Donc cela veut dire que la connaissance est là. Mais ce qui manque, c'est les moyens. Les moyens font défaut dans nos laboratoires. En attendant leur équipement, la journée annuelle portes ouvertes organisée par le club technique et industriel du lycée Seydina Limamoulaye a été saisie par ses membres pour s'offrir du bon temps, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Gare routière de Rufisque à présent, le nouveau président du comité de gestion installé sur fond de tension et de division. Le syndicaliste Alassane Ndoye, des syndicats de transporteurs affiliés à la CNTS, mais aussi ses proches contestent l'élection du nouveau président Fallou Samb. Il a fallu donc une forte présence de la police sur les lieux pour installer la nouvelle équipe de cette gare routière, longtemps fermée justement suite à des tiraillements entre chauffeurs. Ousseynou Thiam et Bira Diagne nous font le point. C'est sous cette forte escorte policière que le nouveau président de la gare routière de Rufisque a été installé. Une installation sur fond de division entre la nouvelle équipe dirigée par Fallou Samb et le groupe favorable au syndicat d'Alassane Ndoye de la CNTS. Ces derniers continuent de contester les résultats issus de la dernière assemblée générale du comité de gestion organisée par l'autorité préfectorale. Nous ne sommes pas d'accord de ces élections parce que ce n'étaient pas des élections transparentes. Il n'y a pas de fichier, ni une organisation syndicale, ni la présence du syndicat des transports routiers. Le syndicalisme est autonome, les travailleurs sont affiliés aux organisations syndicales des transports routiers synthèse. Seul que le responsable moral doit organiser les élections dans l'étendue du territoire national. Nous ne voulons pas quitter et nous assumons nos responsabilités de ne pas quitter. Pour sa part, le nouveau président de la gare routière estime que ses contestataires sont simplement de mauvais perdants. Il faut salir le linge, ce que nous n'accepterons jamais. On a entamé une procédure très longue, très difficile, jusqu'à arriver au bout. Donc j'ai une difficulté même de maîtriser mes gens, mais je le ferai. Pour qu'il puisse, comme le maire l'a dit, on a parlé avec l'autorité supérieure. Il nous a orienté qu'il y a une autre procédure à emprunter au lieu d'aller en confrontation. Cacher la fête, c'est ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est que bon, il y a une confrontation, les policiers lancent le lacrymogène. Alors vous, la presse, vous le relatez comme ça va gâcher l'image de notre fête aujourd'hui. C'est pourquoi je demanderai à tous mes camarades d'être vraiment sereins et de suivre les instructions que je vais vous donner. C'est de se retirer après le manger. Du côté des autorités qui se désolent de la longue fermeture de la gare routière suite à un conflit vieux de 20 ans entre regroupements de chauffeurs, force reste à la loi. Elles promettent par ailleurs d'accompagner la nouvelle équipe pour la relance du transport à Rufisque et ses zones environnantes. Et nous restons toujours avec cette cérémonie d'installation du nouveau comité de gestion de la gare routière. Le syndicaliste Alassane Ndoye a justement été interpellé sur les 30 années de la gestion de l'ancienne équipe qu'il a eu à diriger. C'est le maire qui lui demande de rendre des comptes. Alioune Mar, maire de Rufisque, que nous écoutons toujours au micro d'Ousseynou Thiam et Bira Diagne. Il a dit une fois, deux fois et à plusieurs reprises que la commune a reçu 40 millions de la gare routière.
ça correspond à 53 000 francs par jour. On peut vous mettre à votre disposition un terrain, une gare routière, la deuxième du Sénégal, d'une superficie de 7 hectares 500 pour une recette de 53 000 par jour. Avec ces 43 millions également, ils nous ont laissé une facture non payée de la Sénélec de l'ordre de 10 millions de francs. C'est à lui qui doit expliquer comment a-t-il fait de l'argent de la gestion de la gare routière depuis 1986. Nous parlons à présent de l'intersyndicale des travailleurs des aéroports du Sénégal qui dit non au transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers Diass. En assemblée générale, ces travailleurs ont exigé des négociations avec la tutelle. Ils réclament également la nomination de représentants dans le nouveau comité de transfert. Fatih Dian, Thierno Laurent Mendy ont assisté à leur assemblée générale compte rendu. Des travailleurs très en colère contre leur tutelle. À l'origine, leur exclusion du comité de transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Diass. Ce n'est pas un problème ADS, c'est un problème du secteur. C'est la démarche cavalière et précipitée du ministre qui nous inquiète. Les travailleurs de la plateforme aéroportière ont été exclus du comité de transfert, ce qui révèle d'une opacité totale. Nous avons eu à interpeller par courrier Madame le ministre au nom de l'intersyndicat de la plateforme aéroportière, plus de 14 syndicats, pour lui demander tout simplement d'intégrer les partenaires sociaux dans les discussions. Autre point soulevé ce matin à l'Agence des aéroports du Sénégal, l'avenir des aérodromes régionaux. L'aéronautique est un système. Et qui dit système dit que c'est l'aéroport principal, c'est-à-dire Dakar, qui faisait vivre les autres aérodromes. Parce que nous n'avons pas vocation de faire des bénéfices, mais tout simplement de servir de levier aux autres secteurs comme l'agriculture, le tourisme, la pêche et autres. C'est ça notre vocation. Donc, l'avenir des aérodromes est en pointillé. Ces travailleurs attendent des autorités la tenue des assises nationales consacrées au secteur aéronautique. Nous avons l'habitude de combat. Ça fait plus de 22 ans de combat. Pour l'instant, nous sommes au stade d'interpeller Madame le ministre pour lui demander de s'asseoir autour d'une table avec l'intersyndicale pour l'intérêt du Sénégal. Ce n'est pas seulement de ADS. Nous allons au-delà de ADS, mais l'intérêt du secteur aéronautique de la plateforme aéroportière. Motivés, ils ne comptent pas lâcher du lest. Ils exigent des négociations dans les meilleurs délais. Il faut l'annoncer en titre, la crise entre le Sénégal et la Gambie peut être en passe de connaître un dénouement heureux dans les prochains jours. Une délégation gambienne composée de 3 ministres séjourne actuellement à Dakar dans le cadre de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, salue le geste de cette délégation tout en rappelant la mission assignée au Conseil de médiation de l'institution. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy. Consolidation de la paix, résolution des crises, entre autres objectifs. Le Conseil de médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunit en prélude du sommet de la CEDEAO. Il y a des pays qui vont bientôt organiser des élections. Dans d'autres pays aussi, il y a des manifestations, entre autres. Tout ceci, le Conseil va en débattre et faire des propositions. Ces différentes propositions, le Conseil va ensuite les soumettre lors de la rencontre de la CEDEAO. Occasion saisie par Mankeur Ndiaye d'aborder la question de la crise entre le Sénégal et la Gambie. Une délégation gambienne est déjà présente dans cette rencontre. Une initiative prometteuse pour la résolution de la crise. Nous avons marqué en tant que Sénégal notre accord sur toutes les propositions gambiennes. D'abord sur l'ordre du jour proposé par la Gambie, nous avons dit nous sommes d'accord sur l'ordre du jour que vous avez proposé, sans objection. Sur la date proposée, 31 mars, 1er avril, nous avons dit nous sommes d'accord. Ils ont dit à Dakar, nous avons dit nous sommes d'accord. Donc voilà, ça exprime la bonne volonté du Sénégal. Et donc nous attendons que les choses bougent. J'espère qu'avec la présence des 3 ministres gambiens qui sont venus assister à la réunion, nous arriverons à trouver un compromis, tout rapidement nous retrouver. Parce qu'il ne peut y avoir que la paix entre la Gambie et le Sénégal. La Gambie et le Sénégal, c'est 2 peuples dans 2 États, un seul peuple dans 2 États. Le blocus entre le Sénégal et la Gambie a commencé à durer, une situation qui fait les frais des transporteurs.
Le ministre tient à rappeler l'engagement des deux pays à entamer des discussions. Au sortir de ce conseil de médiation, un rapport sera élaboré pour le sommet de la CEDEAO prévu le 4 juin prochain. Parlons statistiques à présent. Le Sénégal vise la 2e place en Afrique subsaharienne en ce qui concerne la diffusion des données statistiques. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne engage le ministre des Finances à adhérer à la norme spéciale des données élaborée par le FMI. Le Premier ministre présidait la 2e session ordinaire du Conseil national de la statistique Mohamed Boun Abdallah Dionne que je vous propose d'écouter. Kala et Tiano Laurent Mendy. Malgré ces avancées significatives, le chantier de la réforme du système statistique national reste à parachever, notamment dans ses volets coordination, architecture du système, gestion des ressources humaines, renforcement de la production statistique et amélioration de la diffusion des données. Il nous faut également poursuivre le soutien financier au système statistique national, déjà fort conséquent, en le dotant de ressources pérennes et stables. Je pense qu'à travers le budget, déjà c'est au moins 5 milliards l'année qui sont donnés au système de statistiques. Concernant la production et la diffusion des données, le gouvernement renouvelle son engagement à adhérer à la norme spéciale de diffusion de données élaborée par le FMI pour les pays disposant d'un appareil statistique de qualité et qui veulent accéder aux marchés internationaux de capitaux. Je voudrais engager le ministre des Finances d'ores et déjà à travailler à l'adoption de cette norme pour que notre pays soit le second pays africain, en tout cas dans la partie subsaharienne. Allez, nous abordons la page culture de cette édition à présent. Ça y est, le festival de jazz de Saint-Louis s'est ouvert ce mercredi à la place Faidherbe. Seule fausse note de cette 24e édition, eh bien, c'est le géant Marcus Miller qui ne sera pas à Saint-Louis. Il a décliné à la dernière minute pour des raisons de sécurité. Le groupe Maghrib du Maroc a aussi renoncé. Les détails, c'est dans ce compte rendu signé Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est parti pour la 24e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. Une ouverture rythmée par plusieurs sonorités musicales à la place Faidherbe. Le temps d'une soirée, on a oublié les menaces terroristes qui pesaient sur l'organisation de l'édition 2016. D'abord avec Saro du Sénégal, sa musique a fait vibrer l'assistance. J'ai beaucoup aimé en fait le festival de jazz parce que ça donne en fait, ça augmente en fait l'économie du pays parce que il y a pas beaucoup de festivals comme Saint-Louis de jazz au Sénégal, donc il faut qu'on essaye de maintenir en fait le flambeau, voilà. Le festival de jazz de Saint-Louis a rencontré d'énormes difficultés, même le budget n'est pas bouclé. Le ministère de la Culture promet d'accompagner l'association Saint-Louis Jazz. En tout cas, en ce qui concerne le ministère de la Culture, et je pense que c'est une constance, nous sommes aux côtés des organisateurs. Vous savez que le matériel qui est là, le matériel de sonorisation, est un matériel qui, s'il devait être loué à coût de millions de francs CFA. Et je pense que c'est une contribution significative que le ministère a apportée à l'organisation de ce festival-là, en mettant à disposition ce matériel. Après les menaces terroristes, l'association Saint-Louis Jazz fait face à d'énormes difficultés. La tête d'affiche Marcus Müller ne sera pas présent à Saint-Louis, de même que le groupe Bob Marley du Maroc. Et nous restons toujours avec ce festival qui, il faut le dire, a rencontré d'énormes difficultés dans son organisation cette année. De nombreux festivaliers pensent d'ailleurs qu'il disparaîtra un jour à cause de la concurrence que lui font d'autres festivals à Dakar, par exemple. Mais le directeur du cabinet du ministre de la Culture rassure. Rémi Sagna pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Écoutons-le, toujours au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Mais écoutez, il y a de la place pour tout le monde. Je pense que le Sénégal est suffisamment grand pour accueillir diverses initiatives, à chacun de jouer véritablement la carte
d'abord de la spécificité, la carte de l'innovation, la carte du renouvellement, de la constance et de l'organisation professionnelle. C'est ça qui me semble être des éléments qui devraient permettre effectivement au Festival de jazz de Saint-Louis de se pérenniser et de jouer la concurrence avec tous les autres. Le Festival de jazz de Saint-Louis ne fait pas la même chose que notre festival ailleurs. Donc jouons la carte de la spécificité, mais la carte d'une spécificité bien organisée, professionnelle. Et de Saint-Louis, retour à Dakar pour parler du Dakar 2016. Le sculpteur Yahya Ba a étalé son savoir-faire à la Fondation Friedrich Naumann où il expose son œuvre. Les amoureux de l'art sont tout simplement enchantés. Des sculptures faites de tuyaux PVC sont magnifiées. L'ancien pensionnaire des Beaux-Arts de Dakar affirme que c'est son milieu qui l'inspire. Modou Diop et Fatidien vous font découvrir l'artiste et son œuvre. 3 scènes, 6 imposantes sculptures, le tout dans une ambiance conviviale. Le décor d'un après-midi culturel riche en découvertes déjà plantées. J'ai présenté le travail sous forme de scène. Il y a la grande prière, chacun peut l'interpréter à sa façon. Il y a aussi l'intimidation. Le travail parle de lui-même. Voilà, benen bi manque toudé intimidation. Derrière ce chef-d'œuvre, un seul homme, Yahya Ba, ce touche-à-tout trouve finalement sa voie après près de 2 décennies d'errance. Defna pièce détachée, defna musique, defna un peu. J'ai fait de la pièce détachée, de la musique, du transport. Ensuite, j'ai été pendant longtemps l'assistant d'un grand artiste. Parallèlement, j'ai cherché la matière. Quel matériau l'a utilisé. Ce travail de longue haleine est magnifié. Pourtant, l'artiste n'a pas cherché loin. Créatif, il fait parler son imagination. Le tuyau PVC, la matière utilisée. Ce sont les tuyaux que l'on trouve dans les maisons. Yahya se fait connaître le temps d'une biennale. Les amoureux de l'art sont fascinés. On montre beaucoup d'un monde très riche intérieur. C'est des figures, chacun présente un autre état d'esprit. Il y a des figures qui veulent s'envoler, il y a des figures qui se battent et je trouve que c'est très bien et aussi ça marche très très bien. Des admirateurs de tout âge viennent découvrir l'œuvre de Yahya Ba. Ses sculptures, debout ou inclinées, forcent dans tous les cas l'admiration. Certains n'hésitent pas à immortaliser ces moments magiques. Parlons musique à présent. L'apport de Baba Mal dans la promotion et la préservation de la culture alpulaar, magnifié par Oumar Dambaba, le ministre par ailleurs conseiller diplomatique du chef de l'État et l'auteur du livre Baba Mal, le message du chant, réflexion sur l'homme et son œuvre. La cérémonie de dédicace a été présidée par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Elle a eu lieu ce mercredi en présence de Mame Biram Diouf et Mardia. Une plume pour dire le message du chant, une voix, celle de l'artiste placée au centre de cet ouvrage. Une biographie articulée autour de 8 chapitres, 212 pages. Elle est artistique et musicale. À travers ses écrits mûris en l'espace de 3 ans, l'auteur apporte ainsi sa contribution au 30e anniversaire du Dandélé Lignol, célébré en 2015. Saluer également son parcours, son itinéraire, son attachement à nos valeurs culturelles et traditionnelles et également son engagement pour le compte du développement économique et social de notre pays. Et également tout le parcours et les messages qu'il véhicule à travers ses chansons. Ministre, conseiller diplomatique du président de la République, Omar Dembaba, avait à ses côtés ses amis, collègues et parents, de nombreux artistes et personnalités qui ont également tenu à faire le déplacement. Tous ont salué le travail de Omar et de Baba en préservant ainsi la culture africaine. Je considère en effet que cet opus de notre cher Omar Dembaba vient à son heure en rendant justice à un compatriote qui, par son art maîtrisé de la musique, a depuis bien longtemps achevé de faire partie incontestablement du patrimoine mondial. J'ai eu à faire, comme Omar Dembaba l'a dit dans le livre, à faire pendant 2 ans des recherches sur la musique, la culture africaine, un peu partout en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est des acquis qui sont là, qui dorment. Donc il faudra sauvegarder parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient aux générations futures. Baba Mal, le message du chant, réflexion sur l'homme et son œuvre, un chef-d'œuvre qui invoque également le respect et l'estime de soi
l'harmonie sociale. Et nous restons toujours avec cette cérémonie de dédicace. Le lead vocal du Dandélégnol s'est prononcé sur la crise qui sévit actuellement dans le monde de l'éducation. Baba Mal souhaite un espace scolaire apaisé. Il s'est par ailleurs félicité de l'appel au dialogue lancé en direction de l'opposition par le chef de l'État. Baba Mal, que je vous propose d'écouter toujours au micro de Mambiram Diouf et Mardia. En 2007, on a été interpellé au niveau de l'Afrique du Sud pour aller rencontrer des jeunes qui étaient quand même cooptés pour une émission de radio télé-réalité qui s'appelle The Big Brother House. Et on nous avait introduit dans cette émission pour parler de l'importance de l'éducation, parce que nous sommes convaincus que l'éducation, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à la jeunesse africaine actuellement. Parce que ça leur permettrait de comprendre plein de choses, de se prendre en charge et de ne pas attendre à ce qu'on leur explique toutes les réalités de notre époque. Maintenant, l'éducation, c'est le problème de tout un chacun. C'est vrai que c'est le problème des étudiants, des élèves, mais c'est le problème aussi de nos autorités, de comprendre, de pouvoir écouter ces jeunes, d'essayer de connaître leurs aspirations. C'est aussi le problème des parents qui doivent mettre cela en avant dans toutes leurs préoccupations. Je pense que depuis toujours en Afrique, les gens ont eu à trouver des solutions par rapport aux problèmes en s'assurant sur la même table et discuter sincèrement. Mais il faut discuter sincèrement, que chacun ressorte, par exemple, ce qu'il a dans les cœurs et que chacun soit sincère par rapport au désir de faire avancer les choses. Et ça a été quand même un très bel exemple pour... Hors de chez nous, à présent, le Sénat brésilien a destitué la présidente Dilma Rousseff. L'opposition l'accuse d'avoir commis un crime de responsabilité en maquillant sciemment des comptes publics pour dissimuler l'ampleur des déficits. C'était en 2014. Dilma Rousseff parle de coup d'État institutionnel ourdi par son successeur Michel Temer, jusque-là son vice-président. Un récit signé Daniel Diouf. Au Brésil, le Sénat a suspendu la présidente Dilma Rousseff, et ceci après une longue nuit de délibération. Le Sénat avait atteint dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 mai la majorité des voix requises pour la recevabilité du processus de destitution à l'encontre de la présidente Dilma Rousseff. La majorité des 55 sénateurs sur 81 ont voté pour la destitution de la présidente brésilienne. Dilma Rousseff sera ainsi remplacée dans la journée par son vice-président Michel Temer. Madame Rousseff sera soumise à un procès en destitution pour maquillage des comptes publics. Certains Brésiliens sont descendus dans la rue pour fêter cette décision. Dilma Rousseff, de son côté, appelle les Brésiliens à se mobiliser contre ce qu'elle appelle un coup d'État. Elle soutient que ce n'est pas seulement son mandat qui est en jeu, mais c'est le respect des urnes, de la souveraineté du peuple brésilien et de la Constitution. Dilma Rousseff, écartée du pouvoir, affirme avoir commis certes des erreurs, mais aucun crime. En pleine tourmente, le Brésil tourne ainsi la page des 13 ans de gouvernement du Parti des travailleurs, ouverte en 2003 par Luiz Lula da Silva. Le remplaçant de Dilma Rousseff, Michel Temer, annonce déjà son équipe gouvernementale pour passer au redressement économique du Brésil. Le journal des sports à présent, nous le démarrons par du basket. 4e journée des playoffs, fin de série pour l'US Ouakam. Les Ouakamois sont tombés face à l'ASFA, 63-57. Du côté de l'USO, les jambes commencent à être lourdes à l'ASFA. On croit dur comme fer, l'objectif des demi-finales. Compte rendu signé Chartidiane Diao, Younous Diata. Coup d'arrêt pour l'USO après une série de victoires ponctuées par un succès en finale de Coupe Saint-Michel. Les Ouakamois sont tombés après un match très serré face à l'ASFA. C'est dans le money time, on a dû changer notre stratégie, on a augmenté la taille. Nous avons poussé les pivots de Ouakam à faire beaucoup de fautes et là, nous avons eu l'avantage. On a empêché le jeu intérieur et malheureusement pour nous, ils avaient la réussite sur les tirs à 3 points. Mais quand nous avons eu à limiter leurs tirs et à réduire leur pourcentage de réussite à 3 points, on a eu une petite avance. L'ASFA a su profiter du manque d'inspiration de son adversaire du jour. Donc le match s'est joué sur des détails. Okay? Ça s'est joué sur le 4e quart-temps. Peut-être qu'il y a la fraîcheur physique, peut-être. Okay?
C'était un match qui était à notre portée, mais c'est dommage, on l'a perdu. L'objectif pour la suite est clair pour les militaires. On se projette en demi-finale, on essaie de prendre les matchs 1 à 1 pour rester dans le dernier carré. Et parlons foot à présent pour justement faire référence aux critiques acerbes prononcées à l'encontre du sélectionneur national Aliou Cissé. Des critiques que Pape Diouf juge plutôt infondées. L'ancien président de l'Olympique de Marseille pense que Aliou Cissé est sur la bonne voie. Je vous propose de l'écouter. Nous avons entamé, je dirais, un nouveau départ sous l'impulsion d'un nouveau coach, en l'occurrence Aliou Cissé, un garçon que je connais, avec qui j'ai cheminé il fut un temps. C'est quelqu'un qui, après les premiers matchs, en tout cas auxquels qu'il a conduit, il semble avoir trouvé un bon cheminement, puisque le Sénégal a quand même gagné ses 4 matchs officiels, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Je pense que c'est un garçon qui mérite aujourd'hui d'être encouragé, c'est un garçon qui mérite surtout d'être entouré, qu'il ne soit pas tout de suite l'objet, je dirais, des critiques. Parfois, certaines de ces critiques me paraissent un peu exagérées. Aliou Cissé connaît son métier, il a le sens aussi de ce métier, puisque jeune joueur déjà, il s'intéressait vivement à la carrière d'entraîneur. Et depuis qu'il est à la tête des Lions, je pense que l'honnêteté doit nous amener à penser quand même qu'il réussit de bonnes choses. Et voilà qui met un terme à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn et tout.